Bonjour, bienvenue à toutes. On est contente que vous soyez là cet après-midi à cette séance d'information. Pour commencer, mon nom c'est Marlise Brauchy, je suis la responsable des activités à l'Association des proches aidants depuis le mois d'octobre. Puis on a le privilège d'avoir Madame Jacqueline Petitgros qui est avec nous aujourd'hui, qui est proche aidante, qui va animer aussi la séance d'information aujourd'hui, qui est également la présidente de la table de concertation pour personnes aînées de la MRC de l'Érable. Elle a aussi d'autres titres qui sont importants quand même. Elle est très impliquée. Elle est aussi elle est vice-présidente sur le CA de notre association des proches aidants. Puis tantôt, on va avoir le privilège d'avoir un petit témoignage par rapport à son rôle de proche aidante également. L'association des proches aidants, c'est on cherche à desservir les proches aidants de toutes les, on va dire, catégories, tant pour les personnes aînées que pour les parents d'enfants autistes avec une déficience intellectuelle. C'est vraiment tous des proches aidants. Puis on va le voir tantôt plus en détail dans la présentation. Alors, ça s'adresse à tout le monde. Par contre, nous, on est financé par l'appui pour les proches aidants de personnes aînées. Donc, c'est sûr que la séance d'information, on va voir une étude qui a été faite. Ça a été financé par cet organisme-là. Donc, et les statistiques regroupent plus les personnes aînées. Mais c'est très important pour nous de savoir que les autres sont tout autant proches aidants, puis ils sont tout autant importants et vous allez probablement vous reconnaître aussi ici, durant la présentation. Alors, est-ce que je peux juste savoir un petit peu, en levant la main, peut-être combien de proches aidants on a ici? Je pense que vous allez vous reconnaître, là, mais... OK, vous êtes la majorité. Puis, avant de commencer, j'aimerais vous avez reçu des petites pochettes sur votre table. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu ce qui est dedans, que vous puissiez suivre si vous avez envie. Les premières feuilles ici, c'est la présentation PowerPoint. Donc, tout ce que vous allez voir en avant, si ce n'est pas trop petit, vous pouvez suivre ici sur les feuilles. Vous avez aussi une feuille qui dit « Êtes-vous un ou une proche aidante? » On va l'utiliser tantôt, on va avoir un petit exercice qu'on va faire. Puis, à la fin, vous avez l'évaluation de la séance d'information. Ça, j'ai tendance à l'oublier à la fin. Souvent, c'est les personnes dans la salle qui me rappellent « Oh, la feuille! » Fait que si jamais vous y pensez, je vais vous être très reconnaissante de me faire un petit rappel. Tout au long de la présentation, vos questions, vous avez des commentaires, vous allez être les bienvenus de les poser, de les faire. Habituellement, on prend une pause à peu près vers le milieu. Fait que sans plus tarder, je vais inviter Mme Jacqueline Petitgros à venir faire son témoignage de proche aidante. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis bonjour. Moi, en fait, je suis devenue proche aidante, puis peut-être que c'est la même chose pour vous, sans vraiment en savoir la signification. En fait, en 1996, j'avais une tante qui était atteinte du cancer. Elle restait avec sa sœur, qui était ma tante, la sœur à ma mère. Et les deux célibataires restaient ensemble. Et la plus jeune qui s'occupait de l'autre est décédée. Et avant qu'elle décède sur son lit d'agonie, j'étais près d'elle, puis je lui ai fait une promesse qui dure encore aujourd'hui. Alors, elle s'est faite en 96. Et je lui ai dit que je m'occuperais de ma tante jusqu'à la fin de sa vie. Et elle était atteinte de la maladie de schizophrénie. Et elle était toute seule, célibataire, sans enfant, sans conjoint, pratiquement pas d'amis parce que c'était son autre sœur qui avait des amis. Alors, elle avait une nièce à Québec qui était moi, puis une nièce à Montréal qui vient la voir même actuellement une fois par année, des fois une fois aux 2 ans. Alors, j'ai tenu cette promesse-là, puis je dois vous dire, je ne le regrette pas, là. On va en parler tout à l'heure. Mais je suis également proche aidante aussi de mon beau-père, qui est en CHSLD, que je vais rencontrer régulièrement et que je m'occupe de lui pour l'achat des vêtements, parce que le CHSLD m'appelle quand il y a des besoins, etc. Et je suis aussi, pas que j'y cumule, mais c'est la vie qui m'a amené comme ça. Depuis que je demeure à Listar, comme je vous disais, je demeurais à Québec avant. Je suis proche aidante d'une amie, puis c'est elle qui m'a fait prendre conscience que j'étais proche aidante. Et elle s'est levée, puis elle m'a dit, Jacqueline a dit, c'est ma proche aidante. Elle est atteinte de la maladie du Parkinson depuis 4 ans. C'est une excellente amie, pour ne pas dire, c'est presque ma petite sœur. Alors, je m'en occupe.
Puis je remplace son mari quand il ne peut pas aller aux rendez-vous médicaux. Elle me dit, tu es ma deuxième canne, on fait des voyages ensemble. Alors, comme on dit, je l'accompagne dans tout ce qu'elle fait. Alors, c'est un peu ça, ma petite histoire, mais je sais que vous en avez aussi beaucoup, vous en auriez beaucoup à dire vous autres aussi. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marlise pour qu'on puisse vous présenter notre contenu. Alors, peut-être pour commencer, pourquoi est-ce qu'on fait une tournée de sensibilisation? Premièrement, pour aider aux proches aidants, pour permettre aux proches aidants de vous reconnaître dans votre rôle. On sait que c'est pas toujours facile. On sait que souvent les proches aidants vont nous dire avant tout, je suis un conjoint, une conjointe. Avant tout, je suis une mère. Puis on s'entend là que c'est tout à fait vrai, mais ça n'empêche pas ça n'empêche pas le fait que vous êtes aussi proche aidant. Puis, dans le fond, le but de nos séances d'information, on a 16 présentations, séances d'information dans les municipalités. Il y a certaines municipalités qui sont regroupées. Puis, vu que souvent les proches aidants sont isolés, bien, on s'est dit qu'on va aller dans les municipalités pour essayer de les rejoindre le plus possible. La deuxième raison, c'est pour prévenir l'épuisement physique. Parce que souvent, on va le voir tantôt, là, mais tout le contexte de vie du proche aidant fait en sorte que souvent, ils sont très à risque de s'épuiser. En faisant connaître nos ressources, en faisant connaître qui on est, on veut permettre aux proches aidants d'avoir les ressources qui soient plus accessibles. Pour en apprendre davantage sur les besoins des proches aidants. Donc, tant pour les gens peut-être de votre entourage, des fois on n'est pas proche aidant, mais on veut venir à la séance d'information pour connaître mieux les besoins des proches aidants. Donc, notre tournée s'adresse autant à ces personnes-là qu'aux proches aidants eux-mêmes. Puis, ça nous permet aussi à nous de connaître vos besoins. Puis, comme on a dit tantôt, de faire connaître les services qui sont en place présentement. Alors, c'est où que ça commence, ce mouvement de proches aidants, là, si on veut? On s'entend que ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Les aidants naturels ont toujours existé. Puis, on s'entend aussi que la personne aînée préfère rester le plus longtemps possible chez elle. Hein? Donc, le problème avec ça, c'est que ça dépend des services qui existent, puis des contextes politiques qui sont en place, des politiques sociales, puis politiques, ouais, c'est ça, qui sont en place. Fait que la table de concertation des aînés du Centre du Québec a voulu se pencher sur la question, c'est quoi ces conditions de vie-là des proches aidants? Fait qu'ils ont sorti quelques statistiques. Premièrement, si on regarde un peu le portrait de la personne du proche aidant, 86% sont des femmes. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que souvent c'est les femmes qui sont les proches aidants? C'est quoi le... Peut-être que les hommes sont moins... non, mais ils sont peut-être moins alertes pour le faire. OK. Plus âgés, je sais pas. Là, oui. Peut-être que ça. C'est moins en eux de faire ça. Peut-être que c'est vu que la femme est... Puis il y a des hommes qui n'aiment pas ça non plus. Aider ça, c'est vrai, ça revient un peu, c'est ça, c'est le rôle traditionnel de la femme, souvent c'est le prendre soin. Hein. Exactement, tout à fait. Il y a à peu près autant de proches aidants qui habitent en milieu urbain que rural. 67% sont propriétaires de leur lieu de résidence. Alors on s'entend que pour un conjoint, une conjointe qui a une maison avec le conjoint et la conjointe, puis que du jour au lendemain ou graduellement, la personne perd de son autonomie, elle se ramasse toute seule avec toute la propriété et tout ce qu'il y a en plus, hein, avec la personne malade à gérer. Donc ça, c'est un facteur qui est quand même important à prendre en considération. 31% sont actifs professionnellement, 69% ne le sont pas. Ça amène des défis différents, hein, vous allez être d'accord avec moi. Le fait de travailler, d'être impliqué dans des activités sociales, ça change les idées, ça fait du bien de sortir, de voir du monde. Mais en même temps, il faut concilier aussi l'horaire. Fait que ça amène des défis différents. Puis souvent, si on travaille, il y a un revenu supplémentaire. On sait que le côté financier, c'est pas facile non plus pour les proches aidants. Parlant de revenus, le revenu familial moyen se situe entre 15 000 et 30 000. Puis on parle de 20% des proches aidants qui ont un revenu qui est plus bas que 15 000, donc pratiquement sous le seuil de pauvreté. Les proches aidants ont entre 22 et 90 ans, mais la majorité, donc 78%, ont de 50 à 19 ans.
Selon le Conseil des aînés du Québec, de 70 à 85% de l'aide requise est assumée par une personne proche aidante. La personne proche aidante prend surtout soin soit du conjoint de la conjointe ou du père ou de sa mère. C'est un peu ce qui ressortait là, dans l'étude. Par contre, c'est ça, encore une fois, on garde en tête là, que l'étude a été faite auprès des personnes aînées. Donc, les parents d'enfants différents ne sont pas dans cette étude-là, dans l'échantillon qu'il y avait. Plus de la moitié des personnes aidantes prennent soin de la personne aidée sur une base constante et permanente, donc qui habitent avec elle. On a aussi 26% qui en prennent soin un certain nombre d'heures par semaine. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que souvent, ça peut commencer graduellement. Hein? Une fois par semaine, je vais aller faire son épicerie. Une fois par semaine, je vais aller faire ça. Mais plus l'état de la personne détériore, plus elle perd de son autonomie, plus on a tendance à se prendre des tâches sur nos épaules. Fait que ça peut être graduel. Ça peut commencer quelques heures par semaine, mais souvent, je pense que c'est facile, vous en conviendrez d'en prendre plus aussi. Là. Dans plus de la majorité des cas, la personne aidée habite avec la personne aidante. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt. La majorité des personnes aidantes reçoivent de l'aide. Donc, on parle par exemple pour le bain, la prise de sang, la surveillance ou du gardiennage, les tâches ménagères, et aussi d'autres services qu'on va voir tantôt qui peuvent venir en aide au proche aidant. Lorsque la personne aidante bénéficie des services, l'aide obtenue provient principalement du CLSC. Maintenant, une des premières choses qu'on fait quand on a un proche aidant qui nous appelle, c'est de s'informer, est-ce que vous avez un dossier d'ouvert au CLSC? Parce que le CLSC a des ressources qui sont importantes. Hein? Il y a quelqu'un qui peut venir à la maison, tout voir comment c'est organisé. Ils ont les physiothérapeutes, les inhalothérapeutes, excusez, tous les spécialistes. Fait que c'est très important d'avoir un dossier d'ouvert. Puis souvent, ça prend quelques semaines, voire quelques mois. Fait que c'est pas trop tôt de commencer d'ouvrir un dossier et d'appeler au CLSC. La famille puis de la parenté aussi qui peut avoir de l'aide, mais vous voyez le 26%, puis je sais pas, j'imagine qu'il y a des personnes aussi qui le vivent présentement, c'est souvent pas la majorité. Hein. Même dans les grandes familles, souvent c'est une, deux personnes qui prennent la majorité des tâches sur leurs épaules. Des ressources privées, mais on se cachera pas que pour probablement plus que la moitié des personnes aidantes, le nombre d'heures là n'est pas suffisant. Maintenant, c'est qui la personne aidée? 64% sont des hommes. « 60% des personnes aidées habitent en milieu urbain, 40% en milieu rural. » Puis, je vais commencer par l'autre. 85% ont des attentes sur le plan physique. Excusez, on parle de mobilité réduite, de difficultés respiratoires, problèmes cardiaques, diabète, surdité. On va entendre aussi le Parkinson souvent. Insuffisance rénale, cardiaque. Puis 61% ont des attentes sur le plan cognitif. On va parler souvent de maladies d'Alzheimer, des pertes de mémoire, un handicap intellectuel. La personne qui est aidée a entre 49 et 98 ans dans l'échantillon de personnes aînées qu'il y avait. Il y a 71%, en gros, là, il y a 71% qui ont entre 70 et 90 ans. Alors, être proche aidant, c'est quoi? La première étape, dans le fond, c'est de se reconnaître comme proche aidant. Comme je disais tout à l'heure, vous allez m'excuser, il faut que je garde mes lunettes, je me suis pris des petites notes alors pour les lire, vu que j'écris petit. Pour se reconnaître, comme je disais tout à l'heure, c'est avec le temps, c'est avec le temps puis les responsabilités qui s'accumulent, qui, tout d'un coup, à un moment donné, on réalise qu'on est proche aidant. Parce qu'au début, quand on commence à rendre service à quelqu'un, c'est tout à fait normal, tout à fait naturel, parce qu'on a besoin de ce sentiment d'utilité-là. Alors, un proche aidant, par définition, c'est quelqu'un qui, par son dévouement, vient en aide à un conjoint, un parent, un membre de sa famille, un voisin, un ami, et même, comme Marlise disait tout à l'heure, avoir un enfant qui est, entre autres, qui est atteint d'autisme. Pourquoi? Parce que cette personne-là présente une perte d'autonomie qui, entre autres, due au processus du vieillissement, à une maladie ou un handicap physique, psychique, intellectuel. Être proche aidant, là, c'est offrir un soutien significatif. Quand on dit significatif, là,
Ça veut dire que ça répond à un besoin. On veut que la personne ait du bien-être. On veut que la personne se sente en sécurité quand on est là, nous. Alors, ça, c'est un soutien plus significatif. On va aller voir, comme c'est indiqué, une personne en milieu d'hébergement. Même si elle est entourée de professionnels, on a besoin que d'être présent près d'elle pour s'assurer qu'elle a besoin qu'elle a tout ce qu'elle a besoin. C'est pas, ça peut être en visite, mais ça peut être aller l'aider à manger, ça peut lui apporter des gâteries, ça peut être des vêtements, etc. C'est aussi offrir un soutien continu. Peut-être plusieurs d'entre vous, un soutien continu, c'est peut-être par rapport à moi qui va offrir plus un soutien, je dirais entre guillemets, occasionnel, parce que je ne reste pas avec les personnes que j'aide. Peut-être plusieurs d'entre vous, restez avec la personne que vous aidez. Alors, ça peut être votre mère, votre père, votre sœur, ça peut être votre conjoint. Et tandis qu'occasionnel, ben, ça peut être aussi aller rendre visite à quelqu'un qui est atteint du cancer. Ça peut être de remplacer son conjoint pendant qu'il, lui, va faire d'autres activités pour lui permettre de respirer un peu, puis vous allez garder la personne qui est atteinte de cette maladie-là ou d'une autre maladie. On dit aussi qu'être proche aidant, c'est partager sa vie avec un conjoint atteint d'une maladie nécessitant qu'on lui vienne en aide. C'est habiter avec un parent qui ne pourrait vivre seul. C'est être parent d'un enfant vivant de lourds handicaps nécessitant une présence constante. Mais être proche aidant, c'est s'adapter à son quotidien pour assurer le bien-être de la personne. C'est se couper de son réseau social et se priver de ses sorties. Ça, c'est sûrement des choses que vous devez vivre à un moment donné, qu'à un moment donné, il faut choisir. Je reste avec mon proche aidant ou bien je sors avec mes amis. Mais on va voir tout à l'heure combien c'est important de prendre des décisions aussi, puis de penser à soi. C'est devoir concilier ses obligations familiales, professionnelles et son rôle de proche aidant. C'est devoir quitter parfois même son emploi. On en a vu des proches aidants qui ont dû quitter leur emploi pour s'occuper de leurs parents ou de leurs conjoints parce qu'ils n'étaient plus capables de faire les deux. Ça, c'est sans compter s'ils ont des enfants. Ensuite, pour certains, c'est même s'appauvrir, faute de véritables mesures fiscales. C'est sûr qu'on ne rentrera pas dans ce débat-là, mais on sait qu'il y en a qui vont devenir proches aidants parce qu'ils sont, entre guillemets, plus nantis, donc ils peuvent se permettre d'aider une autre personne. Puis des fois, il y a des coûts à associer. Hein. On va en visite à l'hôpital, il faut payer le stationnement. Faut acheter quelque chose à une personne, on le paye de notre poche au lieu de le prendre de son argent. Alors, ça fait partie justement là, du côté là, du rôle du proche aidant. Est-ce que vous vous reconnaissez quand avec ce que je vous ai dit? Un petit peu, c'est-tu un petit peu? C'est pas lourd comme ça pour tout ça. Mais oui. Les autres, est-ce que... On réalise que dans le fond, on a été proche aidant ou on est proche aidant sans nécessairement que ça soit... Avoir le titre. Oui, avoir le titre et se le donner parce que exactement. tu ne pas nécessairement comme ça. Là. Parce qu'on a l'impression qu'on rend service et en fait, on arrive à l'autre acétate qui vous dit qu'être proche aidant, c'est gratifiant, mais c'est très exigeant. Comme Madame vient de dire, très exigeant. Pour l'instant, les tâches, c'est pas trop pire, mais à un moment donné, ça va s'alourdir. Moi, je peux dire que ça s'alourdit. Je l'ai fait avec ma mère pendant 2 ans. Là, elle est décédée en 2011, puis il y a eu un cancer. Puis les derniers 6 mois, là, il n'y avait pas grand monde qui venait aider. Ils disaient tout, toi, tu es à la retraite, tu as le temps. Oui, c'est ça. Parce que moi, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à m'occuper de ma tante, je travaillais, j'étais à Québec, j'avais un enfant, puis j'avais une ferme à Lister avec mon mari. Alors, je me promenais, puis tout ça au travail. Mais t'es jeune, t'es en forme, puis les besoins de ma tante, elle me recevait à manger. Mais là, elle a 91 ans, elle est dans une place pour personnes âgées. C'est plus la même chose, là. Tu sais? Alors, il y a, comme Madame disait, il y a une graduation là, des besoins. Alors, mais c'est gratifiant être proche aidant. Il n'y a personne qui ressort de dire que je suis proche aidant, puis et que je suis malheureux. On vit des stress, on vit de l'inquiétude, on a des problèmes, mais c'est gratifiant. Pourquoi c'est gratifiant? Tu peux peut-être toutes les lister, parce que moi, ils ne sont pas nécessairement par ordre de priorité. Moi, je les voyais comme ça.
C'est parce que d'abord, je trouve on a du plaisir à rendre service. C'est spontané en nous, ça. Ensuite, on a besoin d'avoir le sentiment d'être utile. Dans la vie, là, si on n'est pas utile, mais ça, on a l'impression qu'on ne vaut pas grand-chose. Alors, l'utilité, c'est très important. Ça permet de témoigner pour certains de l'amour, pour d'autres de l'affection. Ensuite, ça permet pour certaines personnes de consolider des liens familiaux quand on s'occupe de nos parents ou de notre sœur, de notre frère. Ils se découvrent des choses qui se passaient dans la famille ou qu'on ne voyait pas nécessairement, mais que là ça tisse les liens. Et ça favorise l'établissement d'une relation plus profonde avec l'aidé. C'est sûr, on est très près de cette personne-là. Mais c'est très exigeant. C'est exigeant parce que ça exige un grand dévouement. Ça nous apporte beaucoup de lot d'inquiétude. Souvent, les changements imprévisibles sur le plan de la santé. Il faut toujours s'adapter. Puis l'adaptation, veut pas, ça demande de l'énergie. Les dépenses qui sont imprévues, comme je disais tout à l'heure. Ça impose des restrictions. Tantôt, quelqu'un vous disiez que, justement, il y avait... toi, tu es à la retraite, tu as le temps. Hein, vous disiez ça, madame. Bien, c'est parce que ça demande une grande disponibilité. Alors, quand on est très disponible pour notre proche aidant, bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on coupe ailleurs. Alors, puis comme on va vous dire tout à l'heure, il ne faut pas vous le couper au détriment de vous, de votre santé. Ça, c'est très important. Alors, ça peut arriver que vous manquiez des sorties. Vous dire, on va s'en reprendre plus tard. Vous verrez plus tard. Mais pendant ce temps-là, vous restez avec votre proche aidant. Ça peut être aussi, et ça arrive souvent, on entend parler, une source de conflit avec l'entourage. Mais souvent, quand on est la seule dans la famille qui s'occupe de sa mère ou de son père, qu'on est 10 enfants, parce que les autres sont à l'extérieur et qu'on se fait dire « Toi, tu es à retraite, tu as tout ton temps », bien, les gens qui nous observent à s'occuper de notre proche aidant, souvent, ils vont dire « Bien, tu aurais dû faire ça comme ça, tu aurais dû prendre plus de temps, mais moi, j'aurais pas fait ça comme ça. » Puis là, tu as toujours des commentaires et des commentaires. Alors, à un moment donné, c'est lourd à porter, ça. Mais ça, c'est une réalité. L'autre point, ça suscite beaucoup de questionnements et de remises en question. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce qu'il est content? Parce que c'est pas toutes les personnes aidées qui disent merci, puis t'es donc fine, puis t'es donc fin pour t'occuper de moi. Il y en a, pour certains, c'est normal, je t'occupe de moi. Mais toi, comme personne, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? C'est-tu le temps qu'il faut qu'elle soit, mettons, la personne soit rendue à l'hôpital, ou soit mise en hébergement, ou etc. C'est toutes des décisions qu'à un moment donné, que tu te sens obligé à prendre, puis tu te poses la question à savoir si c'est les bonnes. Alors, vous savez qu'on dit être proche aidant, c'est gratifiant, puis c'est exigeant, mais on peut choisir d'être proche aidant, puis Marlise va vous le dire. Fait on s'entend que dans certains cas, c'est un choix. Hein? La personne peut, par exemple, dire « J'ai toujours eu une bonne relation avec mon parent, une relation spéciale avec lui ou elle, donc je choisis d'être proche aidant. » Ça peut être une chose qui peut arriver. Ça peut être encore « Je choisis de tenir ce rôle parce que je connais les services qui peuvent m'être offerts, puis je les connais assez pour savoir qui aller voir si j'ai besoin d'aide. » Ça peut être parce qu'on est une famille unie, puis je sais que mes frères et sœurs vont m'aider à prendre soin de mon père ou de ma mère. Ou encore parce que ça va bien financièrement, donc je choisis de prendre ce rôle-là, de proche aidant. Par contre, la plupart des proches aidants vont devenir proches aidants, on peut dire par obligation, mais bousculés par la vie, hein, si on veut, avec les événements de la vie. Et on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Par exemple, ça peut être « Je suis enfant unique et il me revient donc de m'occuper de mon parent, hein, comme par définition. » Celle-là, on entend souvent « Je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire. » Ou « Il faut que je respecte la promesse que j'ai faite à ma tante quand elle est décédée. » Je suis l'aînée de la famille puis j'ai pas d'enfant. Hein, tout le monde est occupé autour de moi et moi j'ai pas d'enfant, donc je vais le prendre ce rôle-là. Ou encore, après tout ce qu'il a fait pour moi, je lui dois bien ça. Puis si je le fais pas, c'est qui va le faire?
ou parce que je suis le seul à être en mesure de jouer ce rôle-là. On arrive à nos limites à la prochaine. Vous savez, les limites, c'est très important. Je pense que c'est même presque le cœur de notre présentation. Parce que, comme on a dit, là, vous êtes toutes ici, puis on se reconnaît comme proche aidante à un moment ou à un autre de notre vie. Mais c'est très important de reconnaître ses limites, d'avoir, comme c'est bien précisé, d'avoir la sagesse de ne pas tout prendre sur ses épaules. Pour cela, il faut être capable de lâcher prise. Puis s'il y a quelque chose qu'une femme a de la difficulté, c'est de lâcher prise. Je pense que quelque part, à l'intérieur, en tout cas ma réflexion personnelle, à l'intérieur des proches aidants, on a tout un petit côté germain. Tu sais, comme on disait, ben, si je ne le fais pas, qui va le faire? On a toujours une raison pour le faire. Puis nous autres, notre vécu à nous autres attendra. Mais je vais m'occuper de mon proche aidant. Pendant ce temps-là, nos limites, là, on s'enligne là, vers l'épuisement. Parce que il y a des signes à l'épuisement. On devient plus irritable. On a de la difficulté à recevoir un commentaire de quelqu'un. On mange moins, on a plus de difficulté à dormir. On trouve qu'une tâche qu'on faisait avant devient de plus en plus lourde. Ça, là, ce sont tous des signes qui vous amènent tranquillement, sinon, je vous dirais même à l'épuisement. Ça, c'est bien important que vous soyez alerte là-dessus. Parce que respecter ses limites, c'est reconnaître que je n'ai pas la force physique pour donner le bain à mon proche. C'est reconnaître que je n'ai plus suffisamment d'énergie pour voir la préparation des repas ou l'entretien ménager. Ça veut dire, ça, j'ai besoin d'aide. Il faut être capable de se dire, je vais aller en chercher de l'aide. C'est reconnaître que je ne suis pas infirmière ou infirmier et que les changements de pansement, la prise de tension, ça, là, c'est trop compliqué pour moi, puis je ne veux pas les faire, mais on les fait pareil, puis on trouve ça dur, puis là, ben, on s'enlise tranquillement, alors on s'enlise vers l'épuisement. C'est reconnaître que je suis fatiguée et que trop souvent je m'impatiente. C'est de reconnaître que les formulaires à remplir et les impôts me demandent beaucoup trop d'énergie. Vous savez, dans le document que Marlise vous disait tout à l'heure, qui était remis, là, je l'ai lu d'un couvert à l'autre, puis il y a beaucoup d'astuces là-dedans qui vous donnent des trucs. Entre autres, il disait reconnaître que les formulaires à remplir et les impôts me demandent trop d'énergie. C'est que vous aussi, vous vous occupez du proche aidant, puis ça, là, comme on dit, vous n'aimez pas ça, vous ne sentez pas que vous avez l'énergie, les compétences pour faire ça. Peut-être que dans votre famille, dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui peut vous aider. Puis il peut faire ce petit bout-là. Puis vous, ben, vous allez vous occuper d'autres choses. Alors ça m'avait marqué ce point-là. Alors, à côté, vous avez toutes des différentes tâches qui ont été identifiées pour que vous puissiez déléguer. Comme moi, pour le lever puis le coucher, là, je vais demander à ma soeur qu'elle vienne s'occuper de papa. Je donne ça comme exemple. L'habillement. Ça peut être le soin des ongles, ça peut être l'épicerie, le grand ménage, accompagner lors des visites médicales, recherche d'informations d'appui, planification des services et des ressources. Parce que ça demande de l'énergie. Vous voyez, c'est tout ça. Quand tu t'occupes d'un proche aidant à la maison, 24 heures sur 24, c'est une parmi tant d'autres des tâches que vous avez à remplir. Et il y a des petites lignes en dessous. Ça, ces petites lignes-là, il faut que vous autres, vous les remplissiez. Pour dire, c'est quoi, moi, je voudrais déléguer. Que moi, là, j'en fais beaucoup, mais cette partie-là, je vais la laisser à quelqu'un d'autre. Peut-être ça peut être une amie qui le fait, ça peut être un parent qui le fait, ça peut être un voisin. Déblayer la neige, enlever la neige sur le perron, ça peut être un voisin qui le fait, là. Tu sais, à un moment donné, on a l'impression qu'il faut tout faire. Alors, c'est un petit peu ça. Ça nous amène à reconnaître, quand on reconnaît nos limites, c'est parce qu'on reconnaît nos besoins. Donc, pour reconnaître ses besoins, il faut établir nos priorités. Alors, il faut revenir en avant, c'est ça. Alors, on va chercher de l'aide pour le bain. Et il ne faut pas avoir peur de dire, moi, je vais aller chercher de l'aide pour mes besoins. Le moi, là, à ce moment-là, il est vrai. C'est pas être égoïste, c'est pas se sentir moins bonne, moins forte, tu sais, pour mieux paraître. Il faut que c'est important de vous dire, si moi j'ai besoin d'avoir de l'aide pour le bain, on va vous dire tout à l'heure les services qui sont offerts, c'est de recevoir de l'aide pour le bain.
obtenir du répit pour me permettre de sortir de la maison, prendre quelques jours de vacances. Elle s'organise à chaque année, donc vous allez me dire, elle est plus nantie, tant mieux pour elle, mais elle prend quand même quelques semaines de vacances. Puis elle laisse son mari entre bonnes mains, mais elle a convenu avec son mari que, mais assez que de plus en plus, elle nous le disait, son mari est plus, comment on dit, plus inquiet. Mais c'est normal, c'est ça, là, un proche aidant, elle a l'inquiétude de laisser la personne aider, parce que la personne aidée a de la misère à s'adapter à différentes personnes. Alors, il y a toujours ce dosage-là qui est important. Ne plus être seul à prendre soin de la personne aidée. Avoir quelqu'un à qui me confier et partager ce que je vis. Et vice-versa. Vous savez, ce qu'on appelle les vases communicants, comme proche aidant, on se vide. Hein? On donne, on donne, on donne, on donne, on donne. À un moment donné, on est rendu au fond du baril. Mais à un moment donné, le baril, il faut qu'il se remplisse si on veut en redonner encore. Alors, c'est important. Si on peut se confier à quelqu'un, la personne va nous retourner des messages qui vont nous redonner un petit guts. Alors, c'est important de pouvoir partager. Me sentir reconnu dans mon rôle d'aidant et appuyé dans mes décisions. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas toutes les personnes aidées qui réconfortent ou encouragent ou remercient chaleureusement la personne aidante. Alors, il faut essayer d'aller se chercher ce côté-là ailleurs si la personne aidante ne le fait pas. Recréer son réseau social, parce qu'il est différent, là. Vivre le moment présent et s'approprier des petits moments de bonheur. Alors, trouver un sens à mon rôle d'aidant naturel. À côté, justement, on vous en a nommé ici, ça va être à vous d'identifier. Et si vous remarquez, on a mis beaucoup de lignes. Parce que chacun, vous avez besoin d'identifier vos propres besoins. Alors, je ne sais pas si... puis, je mettais mes notes. C'est normal de n'avoir beaucoup de besoins. C'est pas de n'avoir rien qu'un, d'avoir beaucoup. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de lignes. Maintenant, une fois qu'on a pu identifier nos limites, nos besoins, on arrive au prendre soin de soi. On dit souvent au proche aidant, vous êtes votre meilleur outil. Hein? Puis pour que cet outil-là continue de fonctionner, il faut en prendre soin. C'est un peu comme dans l'avion. Est-ce qu'il y en a qui ont pris l'avion récemment? En vacances, non? Plus ou moins, hein? OK? Puis c'est quoi la consigne? On ne peut pas que ça arrive, là, mais si l'avion s'écrase, c'est qui prend le premier masque d'oxygène? Qu'est-ce que vous faites avec le premier qui descend? C'est la personne, la mère avant l'enfant, mettons l'eau. Exactement. Parce que le but, hein, vous êtes d'accord avec moi, c'est que si nous, on n'a pas d'oxygène, on ne peut pas aider l'autre. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'emphase sur le prendre soin de soi. Maintenant, un de nos buts, souvent avec les proches aidants, ce serait de les amener à prendre au moins 30 minutes par jour pour eux. On s'entend que c'est gros 30 minutes, hein, surtout quand on n'est pas habitué à se prendre du temps pour nous. Fait que, ce qu'on suggère, c'est peut-être commencer graduellement, peut-être prendre 5 à 10 minutes pendant quelques semaines, le temps qu'on s'adapte au nouvel horaire, si on veut. Mais pendant ces 5 à 10 minutes-là, il ne faut pas planifier le repas du soir. C'est un temps pour faire quelque chose que vous aimez faire, qui vous fait du bien. Pour rire, pour avoir du plaisir aussi, on sait que ça a un effet très bénéfique sur notre santé aussi. Quelques suggestions, il y en a ici. Est-ce que vous pouvez me dire un peu des choses qui vous font du bien? Ça peut être quelque chose peut-être que vous avez mis sur la glace pendant des années. La danse? Lire. C'est bon? Oui? Moi, c'est lire. Lire? Oui, lire, c'est la meilleure évasion. Ça vous fait du bien? Lire puis le jardin. Oui, je pense que jardiner aussi. Fait que c'est important. Je suis là-dessus, là. Les cours de danse. La danse, notre professeur a vu des élèves. Ah! À quel endroit? Elle fait de la publicité. Ah oui, tu vois? Ah, c'est bon. Tous les mercredis soirs. Ah oui? Puis la soirée est le vendredi soir. Ah. OK, ben, merci. Une randonnée aussi en vélo, ben, on disait de danse, tout ce qui est physique aussi, hein, c'est un effet bénéfique puis c'est important. Fait que vous avez encore une fois, vous avez votre petite liste que vous pouvez compléter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ne s'occupe pas de sa santé, quand on ne prend pas soin de soi? On dort pas. On ne dort pas, d'ailleurs, la fatigue, les troubles de sommeil, hein, ça c'est des signes d'alarme, des lumières d'alarme pour l'épuisement. Là. Ça fait 3 fois que vous avez la même grippe qui ne part pas depuis le début de l'hiver. Ça aussi c'est un signe.
Des problèmes de santé chronique. On parle de maux de dos, maux de tête, l'hypertension, des problèmes de digestion puis d'élimination. Ça, c'est des effets directs du stress. Difficulté de concentration. Pendant votre 30 minutes, tantôt qu'on disait que vous prenez pour vous, ça fait 3 fois que vous relisez la même page. C'est peut-être un signe. Trouble de sommeil, irritabilité, colère, agressivité. Tantôt, on disait que le vase pouvait être vide. Dans certains cas, il peut être plein. Il est tout le temps sur le bord de déborder. À chaque fois que la personne qu'on aide dit ou fait ça, notre vase, il déborde. Hein? On devient agressif, ça vient nous chercher. Ça aussi, c'est un signe. Anxiété, on est souvent triste, on pleure facilement. Puis il y en a là aussi plusieurs qui sont des signes, des symptômes de dépression. C'est sûr que quand on n'en prend pas soin, certains facteurs ensemble, ça peut amener jusqu'au suicide pour certaines personnes. Puis, tantôt, on disait que ça n'avait pas juste un effet sur nous en tant que proche aidant, ça a aussi un effet, vous êtes d'accord avec moi, sur l'autre. Hein? Tout ça, là. Fait qu'il y a un outil qui a été fait avec... Si je peux le lire. On va en voir. Il y a un outil qui a été développé avec l'Association des proches aidants Arthabasca Érable, avec Drummondville, Nicolet, Yamaska et Bécancourt, là. C'est pas hyper scientifique, mais ce qu'on veut, le but de cet outil-là, c'est de rendre un peu plus visuel où ce qu'on en est rendu. Je vais décoller. D'un côté, vous avez, êtes-vous un proche aidant? Il y a des petites questions. Exemple, en fait, c'est des faits. Vous accompagnez un proche atteint d'une maladie en le soutenant émotionnellement. Okay? Fait qu'une fois que vous avez répondu oui à une des questions, vous êtes un proche aidant. Après, vous tournez de l'autre côté. Vous soutenez une personne. Est-ce qu'il vous arrive de... Puis il y a des questions là-dessus. D'ailleurs, on va les faire ensemble dans quelques instants. Mais ce que ça permet, c'est qu'à chaque oui, on tire sur la languette. Puis vous voyez que ça commence dans le vert, ça finit dans le rouge. Hein, la lumière d'alarme est très visible rendue là. Fait qu'on veut vraiment que le proche aidant puisse voir un petit peu où ce qu'il en est rendu. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter à prendre votre feuille qui dit êtes-vous un ou une proche aidante. Il y a des petites cases. Est-ce que tout le monde avait un crayon? Fait que je vais vous inviter à les premières à les faire, voir si vous êtes, je sais que la plupart vous savez déjà si vous êtes proche aidante, après tout ce qu'on a vu, puis vous le saviez probablement avant aussi. Mais juste la première partie, je vais vous inviter à la faire individuellement pour voir, pour vous reconnaître. Fait que la deuxième partie, je vais vous la lire à haute voix, mais je vous invite à répondre le plus honnêtement possible. Est-ce que vous soutenez une personne? Est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression de plus disposer d'assez de temps pour vous, car vous vous occupez d'une personne? Est-ce que ça vous arrive? Ça va être important, par exemple, de ne pas se comparer à d'autres. Parce qu'on a les mêmes personnes. Oui. Parce qu'on a les mêmes personnes. Ah, vous vous occupez des mêmes personnes. On a les deux sœurs qu'on s'occupe de nos Ah, de vos parents. deux, trois, puis... Vous avez chacun vos tâches. Mettons, oui, mais c'est la plus forte. C'est la plus prise. La deuxième question, est-ce que ça vous arrive de vous sentir tiraillé entre les soins de cette personne et vos autres responsabilités familiales ou de travail? Est-ce que ça vous arrive de penser que votre vie sociale s'est détériorée du fait que vous prenez soin de cette personne? Est-ce que ça vous arrive d'avoir l'impression d'être le seul ou la seule sur qui cette personne peut compter? Est-ce que ça vous arrive d'être pessimiste quand vous pensez à l'avenir? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir coupable de ne pas en faire plus, même si vous en faites déjà beaucoup? Est-ce que ça vous arrive de pleurer facilement? Est-ce que ça vous arrive de sentir que vous ne serez plus capable de prendre soin de la personne que vous aidez encore bien longtemps?
ça vous arrive d'être constamment fatigué? Et est-ce que ça vous arrive de sentir que le soin de votre proche dans la situation actuelle est un fardeau ou une charge lourde? Ça peut être dur à admettre des fois. Avec cette feuille-là, vous pouvez la garder. On vous invite de temps en temps peut-être la ressortir, voir où ce que vous en êtes. Puis on va faire passer aussi un outil comme ça. Si les outils, on n'en a pas assez pour en donner à tout le monde en tant que tel, mais on vous invite, si jamais vous faites partie du club club de l'âge d'or ou les celles des fermières, peut-être en prendre un pour que vous pouvez laisser sur une table quelque part pour que tout le monde puisse l'utiliser. Fait que vous n'oubliez pas, à chaque fois que vous avez un oui, là, vous pouvez tirer la languette. Il faut le montrer. Non, on le fait ça tout le monde. Venez nous voir après, là. Moi, je pensais qu'elle disait que vous pouvez en prendre une puis l'emmener dans vos milieux. Elle va te donner après. Ça, c'est-tu pour Celle-là, faire oui, circuler? celle-là, on va le faire circuler pour Correct. que vous puissiez voir. Puis, Non, moi, je- est-ce que ce serait un bon moment pour prendre une petite pause, peut-être un café, quelques biscuits? Ah non, c'est bien correct. Je suis contente de voir que ça jase et que vous ayez du bon temps, tant mieux. Vous avez le temps de prendre un peu de biscuits puis de prendre un café? Oui, on va un petit jus. C'est bon. Ah, oui, oui, c'est vrai. Fait qu'on va continuer. Je vais demander. Oh, oui, ah ben oui, je vais c'est à inviter mon tour. Madame Fatigué. Alors, quand on vous demandait de soutenez-vous une personne, vous arrive-t-il? C'est qu'à un moment donné, comme on disait tout à l'heure, on accumule beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, mais à un moment donné, il faut aller demander de l'aide. Mais on sait que c'est pas si simple que ça, demander de l'aide. Hein? Parce qu'on a toutes sortes de raisons pour ne pas demander de l'aide. Les raisons, on en a nommé quelques-unes ici. Peut-être qu'il y en a dans ça, vous allez peut-être vous reconnaître. Bien, les gens, ils devraient savoir que j'ai besoin d'aide. C'est pas à moi à le demander, tu sais, ça paraît dans ma face. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que les gens aussi pensent que vous en voulez de l'aide. Tu sais, des fois, même si ça paraît dans votre figure que vous avez besoin d'aide, bien, les gens disent, bien, je ne suis pas sûre si elle en veut vraiment de l'aide. Alors, ça, c'est... Des fois, là, on ne s'aide pas, là, mais j'ai l'habitude de me débrouiller tout seul. J'ai pas besoin d'aide de personne. Ça, là, on veut être autonome à tout prix, hein? Mais on ne s'aide pas non plus à ce moment-là. Tout le monde est tellement occupé par son travail, sa famille, et je ne veux pas déranger. Je suis encore capable de continuer tout seul. Je crains la réaction de mon proche si quelqu'un d'autre s'en occupe. Ça, c'est une grande inquiétude que les proches aidants ont. Il faut faire prendre conscience, il faut parler avec notre proche, à notre personne aidée, qu'à un moment donné, ça se peut qu'on ait besoin d'aide. Il ne faut pas attendre d'être rendu à l'épuisement pour y en parler. Il ne faut pas attendre que la personne aidée soit moins capable ou plus capable de comprendre notre besoin. Il faut tranquillement l'amener à dire que ça se peut qu'à un moment donné, surtout lorsqu'on s'occupe d'une personne aidée qui a une maladie dégénérative, on sait que son état va se dégrader graduellement. Alors, à ce moment-là, il faut commencer à lui parler, dire, à un moment donné, là, je vais peut-être avoir besoin d'aide. Es-tu d'accord avec ça? Puis, c'est là, tantôt, quand on disait la relation intime qu'on peut avoir avec une personne aidée, là, ben, c'est tout ça, là, les sentiments, les émotions, là, c'est tout ensemble. Ensuite, on dit, ben, au fond, c'est pas si exigeant que ça. Certains en font sûrement plus que moi. Tout à l'heure, Marlise, c'est ça qu'elle disait, il ne faut pas se comparer. Chacun fait son possible, fait le maximum qu'il est capable de faire, avec ses capacités, son énergie, ses compétences. On n'a pas à se comparer, dire, ben oui, ben, moi, je n'ai pas à me plaindre, là, il y en a, c'est bien pire que moi. Il faut penser à soi. C'est pas de l'égoïsme de penser à soi. Demander de l'aide, c'est tellement compliqué. Tu sais, on se dit, ben, par où je vais commencer? Ben, par où je vais commencer? Je vais laisser Marlise vous le présenter. On a une belle association, vous allez voir. Dans le fond, vous avez nos coordonnées. Nous, on est là pour, oui, informer, pour écouter et soutenir les proches aidants, mais on est là aussi pour référer. Ça fait partie de notre mission. Fait que si vous appelez, récemment, on a eu quelqu'un qui a appelé pour un autre service, là, dans le sens plus de l'aide psychologique. Puis c'est correct. On était contents parce qu'on disait, ben la personne, elle a pris le téléphone puis elle a appelé.
Puis on va vous le donner le numéro. Au pire, on va peut-être vous dire, on vous rappelle, on va faire nos recherches, mais on va vous le donner, on va vous référer à un autre endroit si c'est besoin. Fait que n'hésitez surtout pas à nous appeler. Puis la première ou la deuxième étape, il n'y a pas d'ordre là-dedans, mais contactez votre CLSC encore une fois, comme on disait tantôt, pour avoir un dossier d'ouvert. Oui, c'est ça. Puis il y a un intervenant dans le fond du CLSC qui va venir faire une évaluation. Mais comme on dit, ça peut prendre quelques semaines, même quelques mois là, pour partir le processus. Alors, les services qui sont offerts par votre CLSC, mais dans le fond, c'est pour aider justement les proches aidants, pour améliorer leur qualité de vie. Alors, il y a des soins et des traitements infirmiers et médicaux. Ça, vous le savez déjà. Il y a des soins d'hygiène et de confort quand on parle de le bain, entre autres. Soit, comme on dit, de confort, voyons, ça m'échappe là pour vous l'expliquer, mais en tout cas, les soins d'hygiène et de confort, les soins pas les soins, mais du répit. Il y a aussi un centre de jour au CLSC et il y a de l'hébergement temporaire. J'ai l'impression que vous devez tout connaître l'ensemble de ces services-là. Okay. Il y a aussi des services qui sont offerts par la communauté. Ça, souvent, ceux-là, on les connaît un peu moins. Mais c'est sûr que normalement, le CLSC devrait être en mesure de vous référer. Vous pouvez demander à l'infirmière ou au travailleur social ou à la personne avec qui vous faites affaire au CLSC, puisque vous vous occupez d'une personne aidée. Là. Alors, il y a des services qu'on appelle des services d'accompagnement. Il y a Albatros, le service d'Albatros qui aide les personnes qui sont atteintes de maladies graves ou en fin de vie. Il y a le CAB, le Centre d'action bénévole qu'on parlait, où est notre point de service de l'association Proches aidants. Alors, eux, ils offrent un service d'accompagnement. Pardon. CAB, là. CAB, c'est Centre, C, A, Action, B, Bénévole, E, érable. CAB. CAB. Moi, je dis CAB, CAB. Justement, je voyais un journal, tant qu'à parler du CAB, Centre d'action bénévole, ils font un journal des bénévoles et ils en ont fait un sur les proches aidants à un moment donné, en avril 2013. Et il disait, entre autres, dans ça, là, si je peux me permettre une petite aparté, Mme Marlise, il disait, selon le ministère de la Famille et des Aînés, on estime le nombre de proches aidants à 12 000 dans le centre du Québec et 1 300 dans la MRC de l'Érable. On est plusieurs, hein? L'avez-vous de ces journaux? Ça, c'est parce que moi, je l'ai eu, mais en appelant au centre d'action bénévole, sûrement, il pourrait peut-être... mais ça rejoint un peu ce qu'on vous dit, là. Oui. Ensuite, le CAB, il offre la popote roulante. Ça, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Hein? Les visites amicales. Il y a le service de solution ménage aussi de l'Érable qui offre le service d'aide domestique, l'entretien ménager, préparation des repas, la lessive. Et aussi, ils peuvent offrir du répit maintenant. Il y a ensuite le répit cardiennage. Bon, il y a la Société Alzheimer pour ceux qui sont atteints soit la maladie d'Alzheimer, mais chez aussi qui s'occupe des personnes qui ont la maladie de Parkinson. Alors, pour pouvoir aider les proches aidants à ce niveau-là. Alors, c'est ça. Je vais laisser Marlise vous parler de l'association maintenant. OK. Ça rejoint un petit peu nos services qu'on a là. Ça, c'est pas mal pour l'hiver 2014. Puis, ce qui est important, c'est que nous, on est très ouverts. On est très heureux quand vous nous envoyez des suggestions d'activités. Comme là, on a un atelier, je saute, mais on va avoir un atelier avec un notaire sur les mandats d'inaptitude puis les testaments. Fait que ça vient directement, c'est des proches aidants dans les cafés rencontres qui ont exprimé le besoin de, parce que c'est avec un notaire évidemment là, que c'est fait. Fait qu'ils ont exprimé le besoin puis l'intérêt d'avoir ça. Fait que nous, dans ce temps-là, ça nous permet de connaître les besoins puis de mettre des choses en place. Parce qu'on est là pour vous après tout, hein, on n'est pas là pour nous autres. Fait qu'on veut, c'est vos besoins là, qu'on veut desservir. Fait qu'on a les cafés rencontres qui sont aux 2 semaines. On les donne à Plessisville et à Victoriaville. Donc, aux 2 semaines, là, vous voyez, à Plessisville, ça commence cette semaine, le 22. C'est le matin de 9h30 à 11h. Ce que je vous dis aussi, là, il y a un petit peu plus d'informations peut-être dans notre programmation ici qui est sur la table en avant. Est-ce que vous avez tout pris là? Non. C'était un cartable? Non, on l'a mis séparément.
Puis vous avez dans la page du milieu les cafés rencontres, vous avez tous les thèmes. Fait que vous n'avez pas besoin de vous engager à venir tous les cafés rencontres. Souvent, les gens vont dire « Ah, tel sujet, ça m'intéresse, je me sens concernée par ça, fait qu'ils viennent. » Fait qu'il n'y a aucune obligation. Est-ce qu'il faut réserver? Pas pour le café rencontre. La plupart des autres activités, oui, mais pas le café rencontre. Puis, vous avez aussi le lieu, la Victo, ben là, c'est à Plessisville. C'est au KB Plessisville. Au Québec, c'est à leur local. Oui. Oui, sur Saint-Calix. OK. 1966 Saint-Calix. Ça, c'est pour les cafés rencontres. On a aussi nouvellement, c'est le deuxième groupe, un atelier qui s'appelle Un temps pour soi. C'est avec une thérapeute, Francine Lecomte, qui est thérapeute en approche globale. C'est le deuxième groupe là, qu'on part là. Et puis, c'est une série de 8 rencontres. Dans le fond, c'est pour apprendre à se connaître mieux, pour se donner des outils. On parle d'affirmation, on parle comment on réagit des fois à certaines situations. Ses valeurs, ses principes, tout ça. C'est très intéressant. J'ai pu assister à quelques-uns. Puis, la coordonnatrice aussi de l'association les a tous suivis. Là, puis c'est bien intéressant. Pour cela, il faut s'inscrire. C'est pas mal tout gratuit, là, nos activités. Quand on n'est pas membre, il y a 5 $ pour la canne à sucre qui s'en vient, puis la conférence, mais le reste, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire quand même pour qu'on sache combien de personnes. Puis, c'est ça, l'atelier Un temps pour soi, on le donne ça commence le 11 février. C'est à chaque semaine. Ça commence le matin, c'est à Victoriaville, et l'après-midi, c'est à Plessisville. L'horaire, encore une fois, vous allez avoir l'horaire ici dans la programmation. Ah, j'ai peut-être oublié de dire, café rencontre, oui, pour l'instant, sont à Victoriaville et Plessisville, mais des fois, nous, on est ouvert aussi, là, quand on est allé à Warwick, il y a des gens qui disaient on serait assez pour partir un café rencontre. Vu qu'on dessert à MRC Arthabasca-Érable, on est très ouvert aussi à partir des groupes là, dans les municipalités. Il faut se garder en tête. On a ça c'est nouveau, une nouveauté, une demi-journée découverte pour découvrir des approches qui font du bien. Le 21 février, ça va être sur l'écriture, un outil thérapeutique, donc pour s'exprimer dans ce qu'on vit. Puis je ne connais pas la dame qui l'anime, là, mais elle a de l'expérience là-dedans. Ensuite, les séances d'information, là, comme là, je disais, on a un atelier avec un notaire, testament et mandat d'inaptitude qui est le 6 février, donc ça s'en vient. On a eu récemment aussi un atelier sur la maladie de Parkinson avec qui était le président de la Société Parkinson Mauricie Centre Québec. Même bien avec les titres. Oui, puis les gens ont beaucoup apprécié, puis ce qui est intéressant, c'est un peu... C'est triste en même temps, là, mais... C'était une présentation d'1h30, puis souvent les gens ils disaient qu'ils étaient atteints du Parkinson, parce que c'était autant pour eux que pour les proches aidants. Ils disaient qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils n'avaient même pas reçues. Ils ont reçu le diagnostic, mais il y a beaucoup de choses qu'ils n'étaient pas au courant. Fait que c'est ça. Fait que on a aussi une demande pour maladie de sclérose en plaques récemment, qui sera peut-être oui. On a le 13 mars une conférence, c'est une conférencière de Québec, mais qui donne des conférences même en Europe, qui est thérapeute du deuil aussi. Puis la conférence, c'est Perdre sans se perdre, comment traverser les deuils au quotidien. Donc, c'est pas seulement le deuil une fois que la personne décède, mais c'est tous les petits deuils, mais ça représente pas l'ampleur, on s'entend, là. Mais perdre du permis de conduire, même la relation qu'on avait avec la personne qu'on aide, c'est plus la même, c'est un deuil qu'il faut faire, là. Fait que c'est vraiment ça que se vise cette conférence-là. Elle est ouverte au grand public quand même. C'est sûr qu'il va y avoir une emphase pour les prochains ans, mais ça s'adresse à tout le monde quand même. On commence aussi des sorties sociales. On va avoir une activité de cabane à sucre le 28 mars. Puis, c'est ça, le journal. Notre journal qu'on a, c'est le fun parce que quand vous vous inscrivez pour devenir membre, ce qui est gratuit, vous le recevez à la maison 4 fois par année. Puis souvent, on envoie aussi des publicités comme l'horaire de notre tournée, on l'envoyait, ou l'atelier sur le notaire, on envoie un petit rappel. Puis, on a aussi une page là on envoie une feuille avec le journal, puis moi, je vous encourage vraiment à, je dirais, embarquer, là, dans le sens qu'il y a des questions, c'est une question qui me trotte dans la tête, ou un sujet que vous aimeriez voir abordé. Parce que nous, le journal, on veut que ce soit vraiment un outil pour répondre aux questions, puis pour aller rejoindre les prochains ans. Fait que dans le fond, quand on reçoit une question de votre part, nous, on va faire nos recherches, puis on peut le mettre dans le journal. On va mettre aussi, on aura une petite page vedette là, pour les prochains ans. Les bons coups. Tantôt, on disait prendre soin de soi des fois. C'était à la conférence sur le stress, je crois. Il y a une dame qui a dit, moi, je
j'étais habituée que quand je recevais de la visite, il fallait que ce soit quelque chose de préparé. Un repas, là, c'est pas juste quelque chose qu'on met au four. Puis, elle a appris à accepter qu'un soir, ce qu'elle va servir à ses invités, c'est une lasagne. Parce qu'elle, au début, elle dit, ça se faisait pas dans mon temps de servir une lasagne à des invités. Mais elle a appris à accepter de le faire parce que ça simplifie beaucoup, on s'entend. Fait que ça, on l'avait mis, je crois qu'on l'avait mis dans le journal là. C'était un bon coup. Fait que souvent, on vous encourage puis ça vous donne des idées aussi dans ce sens-là. Je disais pour devenir membre, oui, il y a par le journal, vous avez un petit, en arrière, il y a un petit carré dans le journal que vous pouvez remplir et découper et nous renvoyer. Il y a aussi, on a un site internet qu'on va voir tantôt. La feuille qu'on a remplie tantôt, c'était pas ça? Oui, la feuille d'adhésion aussi, on a des feuilles d'adhésion si vous voulez. C'est possible, mais c'est possible aussi par internet ou par téléphone. Non, c'est juste préciser, Marlise, parce que madame a dit, il y a 2 feuilles, non, je sais. C'est ça, c'est celle-là pour remplir, pour devenir. Moi, je vous encourage à devenir membre de l'association. Parce que je pense que vous avez comme un pas dans vous avez un pied dans l'association en devenant membre, avec toute l'information, je dirais, privilégiée. Au lieu de le voir affiché sur un babillard, que ce soit à la pharmacie, vous aussi, vous avez le. Excusez. Bon, voilà, excusez. Alors, c'est ça, si vous avez un pied dans l'association, vous avez une information privilégiée de première instance, dans le fond, parce que vous recevez directement chez vous. L'association nous envoie l'information à la maison pour nous informer de tout ce qui se passe. Alors, tandis que ceux qui ne sont pas membres, mais qui sont aussi proches aidants, bien, il faut qu'ils vérifient soit dans le journal ou sur le site Internet. Alors, moi, je vous encourage à être membre. Plus on est de membres, bien, plus on fait de la force aussi face au gouvernement. Alors, moi, en tout cas, je vous encourage, si vous voulez. Là. Ah, est-ce que j'ai sauté? Non? C'est à moi? Non, c'est toujours toi. Tu termines, ma chère. Fait en résumé, pourquoi c'est vraiment un résumé là, ce qui est là, parce que pourquoi est-ce qu'il y a une association des proches aidants? On disait pour créer des moments pour échanger entre proches aidants. On s'entend que les cafés rencontres, souvent les gens aiment ça parce que les proches aidants amènent des trucs qu'ils ont déjà essayés. Ils sont plutôt au même processus là, dans leur rôle de proche aidant. C'est eux qui donnent les meilleurs. C'est vous, les proches aidants, qui vous donnez les meilleurs trucs, on s'entend. Fait que c'est bien apprécié. Favoriser l'entraide, prévenir l'épuisement, comme on disait tantôt, développer des services et des activités qui servent vos intérêts. Comme Mme Petitgrou le disait, défendre les intérêts et les droits des proches aidants auprès du gouvernement. Briser l'isolement, être écouté et référé. Déculpabiliser aussi, ça c'est quelque chose des fois c'est plus dur à admettre, hein, qu'on s'auto-culpabilise dans certains cas, ou ça peut être l'aider aussi des fois qui nous culpabilise. Fait que ça, c'est à garder aussi en tête. Dédramatiser, se rassurer puis respecter ses limites. Puis j'aime beaucoup celle qui anime le café rencontre, elle est bonne pour aller apprendre à connaître chaque personne puis aller les chercher dans ce qu'ils vivent. Puis là, souvent, ils ont des petits devoirs, mais c'est pas un devoir pour tout le monde. C'est que toi, cette semaine, tu vas faire attention à telle chose ou tu vas aller rechercher telle information. Fait qu'elle a une belle façon d'aller chercher chaque personne. S'exprimer sans me sentir jugé, ça on l'a peut-être moins abordé, mais tout le jugement qui est là dans la société quand on fait des sorties avec la personne qu'on aide, c'est quand même un gros morceau aussi. Pour que mon rôle de proche soit reconnu, pour être informé, pour partager avec d'autres, pour mieux comprendre, puis pour s'accorder du répit dans le soin de soi. Fait qu'en terminant, vous avez encore une fois notre information ici, numéro de téléphone, courriel, site internet aussi. Toutes nos activités sont sur le site internet. Si jamais il n'y a pas à jour, vous pouvez m'appeler, c'est moi qui est responsable. Fait que vous me direz d'aller faire mes devoirs. Puis on a aussi nouvellement une page Facebook. C'est sûr que moi, je prône beaucoup ça parce que je trouve que c'est un beau moyen d'aller chercher peut-être les personnes plus jeunes aussi, hein, les parents d'enfants différents qui ont besoin aussi. Puis, c'est sûr qu'on est toujours là aussi, si vous voulez venir nous rendre une petite visite là, au KB, on va être très content de vous voir. Fait que ça termine un peu notre séance d'information pour aujourd'hui. Maintenant, on aimerait prendre un temps si vous avez des questions, des commentaires à faire. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent ce qu'on fait? Oui. Oui. D'abord parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Oui, justement. Déjà ça. Justement. Non, ça se passe tout seul. C'est vrai qu'on se sent tout seul, hein, puis, quand on tu sais, de tous les âges, puis tu sais, c'est...
je veux dire, tout le monde le fait, puis personne se sent poussé dans le dos, je pense. Ça vient comme ça. En tout cas, on souhaite que si vous connaissez d'autres personnes qui, comme vous, ont voulu aider quelqu'un ou qui aident quelqu'un, puis qui est un proche aidant, ben, gênez-vous pas pour leur signifier qu'il y a une association qui qui peut venir en aide. On fait beaucoup d'efforts pour aller chercher des subventions pour pouvoir donner le plus de services. La preuve, cette tournée-là, c'est grâce à l'appui. C'est une subvention qu'on est allé chercher à l'appui. Et c'est pour ça qu'on peut faire ça. Parce que je pense que la première chose chez une personne aidante, c'est qu'elle ne se reconnaît pas. Tu sais, c'est l'autre à côté, mais c'est pas moi. Alors qu'on est pas mal plus qu'on pense. Puis on a besoin, comme vous dites, de support puis de sentir qu'on n'est pas tout seul. Parce qu'il n'y a rien de pire que se sentir tout seul parce que c'est lourd à porter. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre patience et de votre écoute. Merci. Je vois qu'il y en a qui ont rempli la feuille. Merci beaucoup. J'aurais oublié encore une fois. Oui, il y a la feuille d'évaluation. Alors, je ne vous pas. Si vous avez des critiques, faites-les. On doit vous dire que c'est notre première fois, Marlise et moi, ensemble. Alors, Je t'ai donné. c'est la première fois en plus devant caméra, on ne le savait pas.